Bonsoir chers téléspectateurs de HTV. Aujourd'hui, dans l'invité de H, nous allons recevoir un illustre journaliste, un parrain on va dire, et surtout quelqu'un qui a fait de grands pas dans le monde de la communication. Il a été dans le quotidien Mutation où il a passé un bon bout de temps, mais aussi il a passé une décennie à la radio Sciento jusqu'en 2011 où il raccroche avec la radio et il dépose ses valises à la télévision. À la télévision, il va à Canal 2 International, il commence comme chef-service et ensuite il grimpe les échelons. Il devient rédacteur en chef, adjoint et ensuite rédacteur en chef de tout Canal 2 International. Aujourd'hui, il est journaliste principal et d'export de Canal 2 International, bien sûr. On le reçoit. Il a humblement accepté de venir ici chez nous à HTV. Il s'appelle tout simplement Boubangamna. Bonsoir, monsieur Boubangamna. Bonsoir téléspectateurs, bonsoir Rajka. C'est un plaisir pour moi d'être invité sur votre plateau ce soir. Plaisir partagé, surtout que c'est la première. Merci. Je ne savais pas qu'il y avait une télévision aussi immense, certes en gestation, mais avec ce que j'ai pu découvrir ici, je suis impressionné. Merci, je dis merci au nom du promoteur et de tous ceux qui travaillent ici avec nous. Alors, vous avez accepté de venir parce que vous allez répondre à nos questions. Oui, j'ai accepté et je crois que l'échange durera 52 minutes. Oui. Et en 52 minutes, on essaiera dans la mesure de possible de répondre à vos questions. Alors, on va donc tout de suite commencer avec la première. Avez-vous un problème avec la FECAFOOT ? Problème avec la FECAFOOT, non. Mais j'ai un problème avec le fonctionnement de la Fédération camerounaise de football. Je voulais quand même préciser qu'il faut éviter de faire... il faut faire la part des choses. Oui. Il faut éviter de confondre les problèmes de personnes aux problèmes de l'institution, problèmes de fonctionnement. La FECAFOOT va mal depuis pratiquement une vingtaine d'années. Exactement. Cela ne date pas seulement du président Iya Mohamed, bien avant Iya Mohamed. Et Iya Mohamed est arrivé, il a, je crois, passé, si je ne m'abuse, 2 mandats à la tête de la Fédération camerounaise de football. Oui. Et depuis 2011 jusqu'à ce jour, il n'y a plus d'accalmie à la Fédération camerounaise de football. On a comme l'impression que c'est une maison hantée. Hantée. Oui, maison hantée, parce qu'on a le sentiment, depuis 2011, il y a eu un président intérimaire qui est actuellement aux affaires, Seydou Bombondjoya, qui n'a pas pu diriger la fédération pendant une semaine. Il a tenu le temps d'une semaine. Oui. Il a démissionné pour dire après que lui, il ne voulait pas se retrouver dans ce panier. Mais il est président aujourd'hui. On est en 2011. C'est pour relater un peu l'histoire qui remonte en 2011. Puis est arrivé Tombi Aroko. Tombi Aroko est resté aux affaires pendant 26 mois. 26 mois, ce que d'aucuns ont appelé l'imposture, parce que plus tard, il sera démis de ses fonctions par le tribunal arbitral de sport. Oui. Après, c'est Seydou qui, hier, parlait d'une FECAFOOT, d'un panier à crabes, mais qui, curieusement, se retrouve parmi les crabes. Et du coup, on est en droit de se poser la question. Mais peut-être, justement, il parlait de la FECAFOOT, instance fêtière de football camerounaise, comme un panier à crabes, avant, justement, par le 2011. Il y a 8 ans qui sont passés. Il a eu le temps d'apprendre, le temps, par exemple, de savoir comment est-ce que gérer les hommes et surtout les institutions qui se trouvent à l'intérieur de la FECAFOOT. Je pense que, pour être sincère, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Il n'y a pas de changement à la Fédération camerounaise de football. C'est une continuité. Oui. Seydou n'est pas une création ex nihilo. Je vous disais tantôt, en 2011, oui. En tant que premier vice-président de Iya Mohamed, statutairement, c'était lui, Iya Mohamed était en prison, qui devait prendre les rênes. Bien sûr. Et il a démissionné pour céder sa place à Tombi. Et aujourd'hui, il revient aux affaires dans une maison qu'il connaît très bien, avec des mêmes hommes, des mêmes personnes, parce que si vous reprenez les personnes qui dirigent le conseil d'administration, le comité exécutif, les dirigeants actuels. C'est juste quelques mélanges, mais c'est la même chose. C'est la même personne, c'est les mêmes personnes, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, et donc les mêmes causes produiront les mêmes effets. Il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est la raison pour laquelle, une fois dans votre émission que vous présentiez à Canal 2 International au cœur du sport, vous aviez clamé l'incompétence de cette instance fêtière de football. Justement parce que pour vous, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Oui,
Parce que quand vous regardez un peu à une différence près, vous allez voir dans le bureau exécutif ou dans le comité exécutif actuel de la Fédération camerounaise de football, manque à la danse macabre. La danse macabre? Oui, la danse macabre, parce que, vous savez, c'est un vaste monde de mafieux. Le monde du football. Oui. C'est pas seulement la FECAFOOT, mais de la FIFA à la CAF, en passant par la Fédération camerounaise de football, c'est la même chose. Et donc, du coup, je disais que manque à l'appel un certain Pierre Batamac, qui était alors vice-président sous Tombi Aroko, mais qui n'a pas été reconduit cette fois-ci parce que lui... il se plaignait beaucoup. Il se plaignait beaucoup et puis on l'a mis de côté. Il a choisi, on va dire, le mauvais camp. Donc, il y a Marlène Mvutu, elle aussi. Qui se trouve maintenant du côté de l'Hexagone, qui n'a pas pu faire partie de ce groupe-là. Donc, c'est des mêmes gens, c'est des mêmes mafieux qui se tiennent et qui font les mêmes combines. Oui. Alors, il n'y a pas lieu d'attendre, pour moi, quelque chose d'extraordinaire. Je crois que si il faut repenser le football camerounais, c'est pas avec ces mêmes personnes, parce que ces personnes, pour la plupart, je dis bien pour la plupart, à 90-95%, sont là pour se servir et non servir le mouvement sportif camerounais. Donc pour vous, la FECAFOOT est plutôt politique que sportive? La FECAFOOT est aussi politique. Et aussi politique. Aussi politique. Que sportive. Parce que, oui, elle est plus même politique que sportive. Pourquoi? Parce que le politique se mêle depuis l'avènement de la FECAFOOT avec Vincent Onana, avec Iya Mohamed, avec Tombi Aroko, avec maintenant Seydou Bobondia. Oui. C'est celui que le pouvoir en place a choisi pour devenir président de la FECAFOOT qui devient président. Ne devient pas président de la FECAFOOT qui veut. Bel Joseph Antoine, le célèbre gardien de but camerounais, en a eu pour ses comptes. Et dans une interview accordée à nous, il a dit clairement comment les choses se passent. Et puis, ce qui lui a valu la mise à l'écart, selon lui, il a dit clairement un autre célèbre footballeur camerounais dont je veux taire le nom, lui a dit écoute, le haut lieu ne veut pas de toi. Le haut lieu ne veut pas de toi. Le haut lieu a préféré que ce soit quelqu'un d'autre qui soit président de la Fédération camerounaise de football. Donc c'est un geste politisé. Oui, c'est qui veut dire que c'est le haut lieu qui choisit. C'est les membres, certes, il y a des délégués à la Fédération camerounaise de football qui sont des marionnettes. Et qui répondent parfois aux exigences de ce haut lieu. Mais M. Bouba, donc quand on parle de haut lieu, vous parlez de haut lieu, dont la FECAFOOT, on parle de politique. Ce ne sont pas les sportifs, ce ne sont pas les joueurs qui sont sur le champ qui vont venir gérer la FECAFOOT. Et en même temps, les joueurs doivent être gérés par une instance. Et bien sûr, on parle de politique à ce moment. Oui, mais on parle politique parce que le politique se mêle à la gestion de la Fédération camerounaise de football. Au Cameroun, trivialement, quand on dit le haut lieu, le haut lieu, c'est la présidence de la République. Bien sûr. Hein? Maintenant, la présidence de la République donne des instructions au ministère des Sports. Le ministère des Sports, qui est la tutelle de la Fédération, applique au détriment même des acteurs du football. C'est qui les acteurs du football? Les acteurs, c'est les présidents des clubs, les joueurs, les arbitres. Il y a des corps de métier, mais ces corps de métier ne sont pas suffisamment représentés au niveau des instances dirigeantes de la Fédération camerounaise de football. C'est pour la plupart des gens parachutés, des gens parrainés, des gens cooptés et des gens qu'on désigne comme ça et qui se retrouvent aux affaires pour diriger le football, ce qui est dommage. Vous pensez qu'il se serait différent si on demandait à je ne sais pas, Karl Toko Ekambi, ou bien qu'on demandait à Bassogog, ou qu'on demandait à un autre joueur X de dire quelle est la personne qui pourrait gérer, selon eux, leur fédération? Est-ce que ça sera toujours diversifié? Parce que les personnes sont différentes, les ondes et les humeurs sont différentes. Donc, il y aura toujours un X ou un Y qui déterminera ou bien qui désignera quelqu'un d'autre. Donc, on ira, je crois, dans le même sens. Non, il faudrait bien que la hiérarchie donne un ordre et que cet ordre soit suivi par le reste, justement, hiérarchique. Non, je crois que c'est une volonté politique camerounaise. Oui. Hein. C'est-à-dire tant que le politique ne se décide pas de se retirer de la gestion du football camerounais, on sera toujours
dans la même merde. Parce que en réalité, quand vous regardez par exemple les dernières élections à la Fédération camerounaise de football, je crois qu'on a eu droit à 6 ou 7 candidats au final. Celui, à mon sens, qui avait le profil est arrivé malheureusement en deuxième position, Bel-Joseph Antoine. Bel-Joseph Antoine qui n'est pas à son premier essai. Mais que diable, vous pensez que Bel-Joseph Antoine, vraiment, Bel n'a pas les capacités nécessaires pour gérer une fédération, vraiment une fédération? Bel-Joseph ne peut pas gérer une fédération? Vous avez dit quelque chose ici tout à l'heure, c'est que l'instance fêtière est censée être dirigée par les associations, c'est-à-dire les présidents de clubs, les délégués. Mais c'est ce qu'on reprochait à Jojo, comme on l'appelle affectueusement, Bel-Joseph Antoine, c'est qu'il n'était pas justement très proche de ces personnes-là, comparé à Seydou Bomojoya, qui lui était plus proche de ces personnes. Bel-Joseph Antoine, ce qu'on lui reprochait, c'était d'être plus dans le politique, dans l'extérieur, et je pense que c'est pour ça qu'il a échoué à attraper ce titre de président de la FECAFOOT. Vous savez, même si, je vais vous faire une caricature, même si le président Paul Biya venait à se présenter candidat à la Fédération camerounaise de football actuellement, à l'état actuel, avec les textes. Si le politique ne le supporte pas, il perdrait les élections. Parce que c'est vicié à la base. On accuse Bel de fricoter avec les instances supérieures. Mais le problème, c'est que tout est vicié dès la base. Les élections à la fédération ne commencent pas au niveau national. Ça commence au niveau départemental, au niveau, on monte un peu d'un cran au niveau régional. Ensuite, on termine au niveau national. Alors, si les dés sont pipés à la base, si vous n'avez pas les délégués au niveau du département, ne vous attendez pas à les avoir au niveau des régions. Ne vous attendez pas à les avoir au niveau national. C'est ce qui est arrivé à Bel-Joseph Antoine parce qu'il y a eu un mot d'ordre. Il y a eu un mot d'ordre qui a été donné dès le départ. Donc, même si Michel Platini venait à être candidat à la Fédération camerounaise de football et que le mot d'ordre est donné pour qu'on vote M. Tartampion, Platini va échouer. Donc, on va donc rester sur ce point-là en disant que ce sont des tentacules qui ont été lancés et ce sont les meilleurs dirigeants ou les meilleurs coupeurs de poissons, on va dire ça comme ça, qui arrivent à gérer la FECAFOOT alors. Oui, le profil, il est tout sauf un profil adéquat pour la gestion d'une association. C'est des gens cooptés. Oui, vous avez bien son mot, cooptés. Parfois des fils à papa. Oui. Parfois aussi, c'est des gens du système, parce que c'est tout un système. Il faut être du système pour pouvoir gérer la Fédération camerounaise de football. Et donc, du coup, vous voyez, quand vous regardez au niveau de l'organisation même du championnat local, il n'y a rien. Quand vous regardez même la structuration de notre championnat, mais nous avons gagné la Coupe d'Afrique Nation des U17. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas un championnat? On n'a pas ce championnat. Cette catégorie, on n'en a pas. Donc c'est par miracle que le Cameroun réussit cet exploit-là. Et simplement parce que nous avons du potentiel. Le potentiel est là. Mais maintenant, l'encadrement n'y est pas. C'est des prébendiers, c'est des gens qui sont aux affaires pour se servir et non servir l'intérêt, malheureusement, du football. D'accord. Alors, vous venez de citer le championnat local. On a eu les playoffs qui sont terminés le week-end. On a UMS qui était champion du Cameroun. Il y a des équipes qui sont remontées en Ligue 1 comme Panthère, comme Tonnerre, comme Bamboutos. Qu'est-ce que vous pensez? Non, là aussi, si la fédération... Là, on est quitté de la fédération. C'est pour ça que je dis la ligue professionnelle est une excroissance de la fédération camerounaise de football. On est d'accord. Donc, si vous avez une fédération qui claudique ou alors une fédération qui boitille, ne vous attendez pas à voir une ligue qui fonctionne à merveille. Parce que si au-dessus de la ligue, il y a la fédération, et de ce côté-là, on n'arrive pas à gérer, c'est pas la ligue qu'on va pouvoir gérer. Il y aura une répercussion au niveau de la ligue. Maintenant, la ligue, jusqu'ici, au départ, on a dit que
on allait donner un coup de pouce à la Ligue à travers les financements publics. Mais ces financements publics se sont transformés en financement des personnes. Oui. Et on finançait finalement les présidents des clubs. Et vous vous rendez compte qu'au jour d'aujourd'hui, la FIFA continue toujours de marteler, de demander, de sommer la Fédération camerounaise de football, de régler le problème salarial des joueurs. Comment comprendre que les joueurs qui sont des acteurs, qui jouent tous les jours, qui se tripent, ils n'ont rien, et c'est les présidents des clubs qui prennent du volume, c'est les présidents des clubs qui roulent carrosse, simplement parce que ce qui doit revenir aux joueurs ne revient pas aux joueurs. Et par conséquent, il ne faut pas s'attendre à un spectacle réluisant dans nos championnats. Une fois qu'un joueur s'est touché au ballon, il tape 2-3 fois au ballon, son intention, c'est de partir. Exactement. Parce que c'est la misère au niveau du championnat local. Bon, maintenant, justement, parlons de cette situation des indemnités qui sont censées être reversées, qui tendent de la présidence pour la LFPC. Est-ce que c'est normal qu'un club, un président de club ne puisse pas avoir ses propres fonds pour pouvoir gérer son club, attendre une certaine allocation je sais pas, des institutions camerounaises? En principe, moi, en tant que président de club, je dois avoir les moyens de ma politique, je dois pouvoir gérer mes joueurs, je dois pouvoir savoir que si un joueur est blessé, si un joueur, je gère son hôpital, je gère sa réanimation et tout. Comment est-ce que est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'il y ait des indemnités qui viennent de l'autre côté et maintenant qu'on puisse utiliser ou bien user de ces indemnités à fond professionnel, personnel? Naturellement, non. Ces présidents des clubs... Verser dans cet argent, c'est pas encourager un peu cette mentalité des présidents de clubs? Non, mais je pense que si le contrôle supérieur de l'État faisait son travail, tous les présidents des clubs seraient des prisonniers ambulants. Aujourd'hui, parce que c'est de l'argent public qu'il s'agit. Donc, il s'agit d'un détournement. Je dis bien au commencement, à la création de la Ligue, on a dit que c'était, dans un premier temps, un coup de pouce qu'on donnait pour que la Ligue puisse décoller. Quelques années plus tard, nous ne devrons plus se retrouver dans la même posture. On est d'accord. Normalement, les clubs devraient s'autofinancer. Exactement. On doit aller vers l'autofinancement des clubs. Mais ce qui n'est pas le cas au Cameroun, curieusement, certains présidents se battent pour arriver en Ligue 2, Ligue 1, pour pouvoir obtenir ces financements et s'enrichir, malheureusement, au su de tout le monde. Or, ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. On ne crée pas un club pour attendre un financement public. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec un club. On parle des clubs professionnels au Cameroun. Je ne peux pas citer 2 clubs professionnels au Cameroun aujourd'hui sur la dizaine des clubs. Que ce soit... Non, il n'y en a pas. À part quand vous regardez leur fonctionnement. On ne peut pas parler de clubs professionnels. Oui, on est d'accord. Au Cameroun. Maintenant, si on regarde la constitution camerounaise, on demande même le minimum au club, on demande qu'il faut que les clubs soient transformés en SA. En SA, exactement, anonyme. Combien de clubs? Ne serait-ce que sur du papier. C'est vrai que beaucoup n'en sont pas encore. Oui, mais bon, le président de la Ligue de football professionnel, le général Pierre Semengue, se bat comme il peut, mais de l'autre côté, les mentalités sont dures. C'est vrai que même dans la LFPC, il y a des problèmes entre le fils de M. Semengue et le club TKC, tout ça, c'est mélangé. Il y a toujours des batailles. Et tout ça se résume bataille d'intérêt, bataille d'ego. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais je crois qu'il faut trancher. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde... Et c'est à la FECAFOOT de le faire. Il faut que tout le monde... La FECAFOOT a son rôle, la Ligue a également son rôle à jouer. Il faut un peu plus de fermeté au niveau de la Ligue. On a comme l'impression qu'il y a un laisser-aller au niveau de la Ligue. On a comme l'impression qu'il y a une certaine, je veux dire, de la part du général, qui n'est pas ferme sur certaines positions. Mais je pense que davantage, si on continue sur cette lancée, on ne va pas décoller, on restera toujours au point où nous sommes aujourd'hui, où l'argent public, au lieu de servir au développement du football, va servir aux intérêts personnels. D'accord. Alors, parlons un peu des femmes cette fois-ci. Nos dames, elles sont parties en France pour jouer la Coupe du Monde, France 2019. Le premier match n'a pas été celui qu'on attendait.
Et parrainée. Elle est actuellement au pays. Elle n'est pas parrainée, c'est la République du parrainage et du réseautage. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous n'êtes pas dans le réseau, si vous n'êtes pas parrainé, vous n'êtes rien, vous n'irez nulle part. Oui. Conséquence, voici Farida qui, moi j'ai eu à suivre de près cette affaire, mais c'est une affaire alarmante. C'est une affaire, normalement, le staff devrait pouvoir s'exprimer sur cette question. Mais le ministre n'a rien fait. Comment il peut envoyer une lettre de félicitations à une joueuse de cet Agabi et ne pas la voir dans l'équipe nationale et les choses restent comme ça? Le ministre est dédouanable parce que c'est pas lui qui sélectionne. Oui. Il est aussi condamnable. Il a la liste, mais il a la liste des dernières. Je dis qu'il est dédouanable oui. parce que c'est pas lui qui sélectionne. Oui, on est d'accord. La sélection appartient aux techniciens. Bien sûr. Maintenant, il y a le volet administratif. Oui. Bon, maintenant, le ministre doit aussi convoquer les responsables en charge de l'administration pour leur poser la question de savoir le pourquoi de ceci. Maintenant, il est condamnable parce que on a comme l'impression que depuis qu'il est arrivé aux affaires, il fait copain, ami avec la fédération camerounaise de football. Et du coup, d'aucuns sont tentés de dire la bouche qui parle, la bouche qui mange, ne parle pas. C'est de ça qu'il s'agit, mais je ne peux pas l'affirmer avec... Vous nous faites des révélations. Je ne peux pas l'affirmer avec certitude, mais quand on regarde un peu, depuis un certain temps, on voit que le ministère et la Fédération camerounaise de football marchent la main dans la main. Je me souviens de cette célèbre phrase à l'époque du ministre Joseph Owona qui disait « Un vrai ministre de sport ne peut pas s'entendre avec la FECAFOOT ». On est d'accord. Mais malheureusement, celui qui en poste, le professeur Mouele Kombi, curieusement, fait ami, copain avec la fédération. Et on s'interroge. Mais bon, peut-être on s'interroge sur le fait qu'il soit peut-être ami, mais il peut quand même pouvoir gérer et faire la part des choses. Parce que c'est pas parce qu'on est ami avec quelqu'un qu'on est obligé d'accepter ce que son ami fait, même si c'est mal. Mais qu'est-ce qu'il a fait dans le cas de Farida, par exemple? Bah rien, c'est pourquoi je pose la question. Et donc on se retrouve avec des joueurs qui ne méritent pas d'être en sélection, qui se retrouvent à une phase finale de la Coupe du Monde. On se retrouve avec des joueurs blessés, qui se retrouvent à une phase finale au détriment des joueurs qui sont compétitifs au détriment des joueurs qui méritent, mais parce qu'ils n'ont pas de parrainage, parce qu'ils ne sont pas dans le réseau. C'est dommage et c'est lamentable. Bon, on va rappeler que Farida joue à SC Braga au Portugal. Alors, on parle des politiques. Parlons un peu de ce volet politique et entreprise médiatique au Cameroun. Vous voulez qu'on dise quoi? Savoir si les politiques ont la même mise sur les entreprises médiatiques au Cameroun, selon vous? Si on dit le contraire, ce serait un secret de polichinelle. Vous savez, pour la plupart, je dis pour la plupart, oui. Certains opérateurs, des responsables des médias, sont soit des hommes d'affaires, soit des hommes politiques. Oui. Et ceux qui sont parfois des hommes politiques, ils appartiennent au pouvoir en place. Et donc, du coup, sont contrôlés par les politiques. Par les politiques. Maintenant, ceux qui font dans les affaires, qui sont des hommes d'affaires, ils sont parfois partagés. D'autres essayent de se détacher, de se démarquer, essayer... Tant bien que mal. Oui, mais ce n'est pas dans un univers où on a caporalisé les médias. Ce n'est pas du tout évident. Oui. Évident parce que ils ont ce qu'ils appellent l'aide publique, qui vraiment pour moi est une connerie, excusez du terme. C'est de la pitance quand on dit aide publique aux médias. On brandit 350-400 millions, c'est vraiment insignifiant. Et sauf que tous les médias en plus ne l'ont même pas, faut le rappeler. Il faut dire que toutes les conditions sont réunies pour rendre les médias pauvres et pour rendre les médias dépendants des politiques. Et quand vous dépendez de quelqu'un, vous êtes obligé de marcher comme il veut. Vous êtes obligé de marcher comme il veut. Et vous, est-ce que vous êtes influencé par les politiques? Dans ma carrière, j'ai eu certainement, si je vous dis, au vu des postes que j'ai eu à occuper, mais il y a toujours des menaces, il y a toujours des tentatives. On n'est pas... Mais est-ce que vous vous laissez influencer? Non, il faut avoir de la personnalité. Oui. Je crois que tout dépend tout part de là. Si vous êtes d'un tempérament, quelqu'un qui est entre guillemets béni, vous acceptez tout, eh bien vous serez traîné par le bout du nez. Mais il faut raison garder
cherchez toujours à trouver le juste milieu et vraiment faire dans la mesure du possible votre travail. Parce que c'est sur ça qu'on vous jugera plus tard. Je peux dire que vous allez dans les 20 ans, déjà peut-être plus de 20 ans de 20 carrière. Ans exactement de voilà, dans les médias. Selon vous, quelle est la part des choses entre politique et médias? Quelle est la part des choses? La démarcation. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il faut savoir être indépendant. Être indépendant du politique. Parce que si plus vous vous rapprochez, plus vous devenez prisonnier. Et plus vous vous démarquez, plus vous êtes indépendant et vous jouissez d'une certaine crédibilité. Mais maintenant, la crédibilité et le système dans lequel on vit, ça ne va pas ensemble. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, si mon boss, par exemple, est dans l'administration et dans les politiques, et que je ne marche pas selon sa ligne éditoriale, je serai basculé. Il faut bien que je fasse vivre ma famille. Oui. Et comment est-ce que je vais donc garder cette crédibilité s'il faille que je ne puisse plus vivre demain? Et j'en ai fait mon métier, les médias. J'en ai fait mon métier. Oui, comment ça se passe? Si on passe simplement sur la base du traitement de l'information, pour ce que je connais, la méthode collecte, traitement de l'information nécessite un minimum. Le minimum, c'est la neutralité et l'objectivité. Alors, si vous voulez être objectif sur une information donnée, même sur le plan judiciaire, vous êtes protégé. Parce que si il y a une information donnée, il y a deux parties. Vous faites parler toutes les parties. Vous équilibrez l'information. Vous faites ce qu'on appelle l'équilibre. Vous équilibrez. Vous êtes non seulement à l'abri, mais le politique, lui, qui veut manipuler, qui veut contrôler, n'accepte pas ce genre de traitement de l'information. D'où le professionnalisme avec lequel les hommes de médias sont aujourd'hui interpellés, appelés à sortir de ce carcan. Parce que pour le politique, il faut jouer sa musique. Il faut chanter sa chanson. Exactement. Et quand vous ne le faites pas, vous avez des représailles. Et c'est ce à quoi, aujourd'hui, on assiste avec les hommes, les promoteurs. Ces promoteurs qui, pour la plupart, sont menacés. Est-ce que vous savez que, parfois, il y a des informations qui partent haut lieu, comme on dit, entre guillemets, on vous demande de les relayer. Et quand vous ne relayez pas des fausses, parce que c'est de ça qu'il s'agit, des fausses informations, les fake news, vous êtes taxé, vous, d'être un opposant. Vous êtes taxé d'opposant. Parce que vous n'avez pas voulu relayer je dis bien une fausse information. Dans ce cas, mais si c'est de la communication qu'il s'agit, mais il faut que ceux qui veulent communiquer, ils doivent s'arrimer, ils doivent faire le nécessaire pour la communication. Maintenant, communication, c'est une chose, information, c'est autre chose. Donc, il faut savoir faire la part de choses pour éviter de se retrouver vraiment dans la merde. Bon, si on reste justement dans l'information, je vais prendre le cas de votre confrère, Jean-Bruno Tanier, qui était ici, et à qui je dis bonsoir. Il a été un peu attaqué. Selon ce que les gens disent et selon même ce que lui dit, il est un peu attaqué parce qu'il était libre de ses opinions. Est-ce que vous pensez que vous êtes victime de ce même coup par rapport, par exemple, à votre déclassement de vos différentes émissions que vous présentiez dans votre chaîne à cause des politiques? Le politique n'aime pas des personnes libres, des personnes qui jouissent d'une certaine liberté. Ce qu'ils essayent dans Qu'est-ce que vous entendez parler quand vous parlez de liberté? C'est-à-dire que vous puissiez faire librement votre travail sans aucune contrainte, sans aucune condition. Quand vous faites librement votre travail, vous essayez d'être le plus professionnel possible. Ça ne plaît pas, malheureusement, aux politiques. Ils veulent contrôler, parce que vous savez, le média, c'est le quatrième pouvoir qui contrôle les médias, qui contrôle l'information, contrôle à le pouvoir. Mais pour le cas de Jean-Bruno, dont je ne veux pas je ne veux pas commenter ici, tout le monde sait qui est Jean-Bruno Tanier. Exactement. Tout le monde sait quelle valeur a ce journaliste émérite. Mais maintenant qu'il se retrouve dans la situation dans laquelle il se retrouve, c'est malheureux.
Malheureux pour qui? Malheureux pour son employeur. Oui. Malheureux pas pour lui, parce que lui, il continue d'avoir ce qu'il a. C'est un journaliste. C'est un journaliste accompli. Et c'est un journaliste qui a encore son avenir devant lui. Et s'il n'a pas pu s'exprimer chez X, il pourra s'exprimer chez Y. Donc, pour me résumer sur cette question du politique, je pense que les promoteurs doivent faire la part de choses. Parce que y a des journalistes qui vous apportent l'audience. Oui, exactement. L'audience, ça ne se paye pas. Vous ne pouvez pas payer cela. C'est la qualité du programme que vous offrez aux téléspectateurs qui donne de l'audience. Mais le politique ne va pas vous donner cette audience. Le politique va vous donner peut-être autre chose, va vous donner peut-être des moyens financiers, mais maintenant, il faut déjà que ces moyens financiers soient conséquents. Exactement. Si ces moyens financiers sont des broutilles, je pense que ce n'est pas la peine de suivre le politique dans ce sens-là. Bon, moi, justement, ma question était de savoir, est-ce que vous, M. Boubangomna, est-ce que vous n'êtes pas victime du même sort? Parce que, selon mes recherches, selon des sources, c'est à cause de la FICAFOOT que vous avez été éjecté de votre émission Au cœur du sport, par exemple. Oui. Parce qu'on disait que ça devenait au cœur de la FICAFOOT, mais plus au cœur du sport. Oui, effectivement. Donc, vous savez, c'est le même ressort, alors. Nous sommes dans un pays extraordinaire. Pour mon cas, la Fédération camerounaise de football a saisi le top management de Canal 2 pour s'offusquer du fait que Au cœur du sport ne traitait que des frasques de la Fédération camerounaise de football. Oui. Or, Au cœur du sport ne crée pas l'actualité. L'actualité est créée à la FECAFOOT. Alors, le journaliste s'est saisi donc de l'opportunité pour traiter l'actualité, l'information. Généralement, à la FECAFOOT, nous avons adressé régulièrement des invitations pour venir défendre l'actualité en question. Ils ne sont pas venus. Pourquoi? Ils avaient peur, selon vous? Ils n'ont pas d'argument. Vous savez qu'il y a des choses... Une instance comme celle-là n'a pas d'argument? Vous savez qu'il y a des choses indéfendables. Quand vous mettez à... Vous traînez des casseroles. Chaque jour, on vous reproche les mêmes choses. Et chaque fois, vous venez dire des contre-vérités. Oui. Et après, vous êtes mis à nu. Après, on se rend compte que vous racontez des âneries. On se rend compte que vous mentez. On se rend compte que le football va mal à cause de vous. Forcément, ce qu'il vous reste à faire, c'est de fuir. C'est de fuir. Et quand ils ne sont pas là, et quand il y a une actualité, l'émission traite d'actualité, des faits d'actualité. Oui. L'émission ne va pas s'arrêter parce que les responsables de la Fédération camerounaise de football ne sont pas venus. Hélas, mais nous sommes retrouvés dans cette situation-là. Ils se sont plaints auprès de ma hiérarchie. Et ma hiérarchie a jugé nécessaire de prendre des dispositions sur le plan interne. Les influencés par les politiques? Sur le plan interne, qu'elle a trouvé nécessaire. Oui. Et moi, j'adhère. Je ne veux pas contester leur décision, mais je dis que il faut, quand il y a une situation pareille, il faut souvent essayer de voir, peser le pour et le contre. On reste toujours dans ce sujet-là. Selon certaines sources, il y aura des négociations qui seraient en cours entre votre employeur et vous par rapport à votre statut à Canal 2 International, votre éventuel départ, je ne sais pas, vous allez nous dire. Et je ne sais pas, c'est la même tactique qu'on a utilisée avec JBT qu'on a mentionné tout à l'heure, Jean-Bruno Tagneux qu'on a mentionné tout à l'heure. Et je ne sais pas, est-ce que c'est vrai ou pas? Jusqu'à preuve du contraire, je reste personnel de Canal 2 International. J'ai été démis de mes fonctions. Mais déjà, c'est officiel que vous avez été démis de vos fonctions? Oui, je ne suis plus rédacteur en chef. J'étais rédacteur en chef. Oui, mais vous restez je ne suis plus rédacteur. Oui, je ne suis plus rédacteur en chef. C'est une fonction. Oui. Mais par contre, je reste toujours chef service des sports de Canal 2 International. Les négociations sont en cours. Ah, c'est confirmé que les négociations sont en cours. Alors. Les négociations sont en cours. Pour un éventuel départ? Je ne suis pas parti de Canal 2, pas encore. Mais je suis en pourparlers avec la hiérarchie pour qu'on trouve le juste milieu par rapport à la situation qui prévaut actuellement au sein de l'entreprise. Alors, quelle
Et vous, si demain, un Canal 2 international ne vous donnait pas gain de cause? Pour le moment, je ne suis pas encore dans une logique de tactique. Je laisse faire. Je vais voir jusqu'où les responsables vont aller. Oui. Je ne suis pas dans une logique offensive. J'observe et j'attends de voir. Mais je dis, préalablement, il y a eu des négociations, il y a eu des échanges avec la hiérarchie. Et j'attends que les différentes parties respectent ce qu'on s'est dit, tout simplement. Bah d'accord. Dites-moi, on a entendu trop de choses dans les réseaux sociaux, chez nos confrères aussi. On parlait de Canal 2 qui baissait les salaires des gens, qui n'avaient pas, les employés qui n'avaient pas de salaire. Est-ce que Canal 2 a un problème de salaire? Je suis mal placé pour... Mais vous êtes un personnel. Oui, je suis mal placé parce que moi, en ce qui me concerne, personnellement, on n'a pas baissé mon salaire. Oui. Donc, je ne peux pas dire que Canal 2 baisse les salaires de ses employés. Tout ce que je sais, Canal 2, comme les autres entreprises, tout comme les autres entreprises de presse, connaissent des hauts débats. Mais parler de baisse de salaire à Canal 2, très honnêtement et sincèrement, je ne suis pas concerné et je ne connais pas de collègues qui sont concernés par cette situation. Ça veut dire qu'on va assimiler ça dans les fake news comme d'habitude. Dans les réseaux sociaux, c'est monnaie courante maintenant. Les mauvaises informations, les fake news, comme on dit, ça prend beaucoup d'ampleur et ça généralement pollue les relations entre la hiérarchie et le personnel. Je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur. Je ne lis pas dans une boule de cristal. Oui. Peut-être que cette information puise sa source ailleurs. Mais je dis pour ce que je sais, pour le moment, il n'y a pas eu de baisse de salaire à Canal 2 international. Moi qui vous parle, mon salaire n'a pas été non plus réduit. Mais maintenant, les jours à venir, on ne sait pas ce qui va se passer, mais pour le moment... C'est une information, que vous nous balancez là. Nous n'en sommes pas encore là pour le moment. Je dis, les réseaux sociaux peuvent avoir peut-être leur source d'information ailleurs. Il peut s'agir d'un fake news ou pas, mais je dis... À l'heure où je vous parle, ce n'est pas le cas. Où je vous parle, c'est pas le cas. D'accord. Alors, moi, je suis une jeune journaliste. Je veux entrer dans le monde de la communication. Je veux marquer de mon empreinte, comme vous l'avez fait, comme Jean-Bruno Tanier, comme Charles Ndongo, comme toutes ces grandes personnalités que j'ai citées dans le monde des médias et de la communication. Qu'est-ce que vous me proposez ou quel conseil me donnerez-vous en tant que leader du monde des médias? D'abord, il faut travailler. Commencez par travailler. Vous savez, quand on voit des gens à la télé, on a le sentiment que ces gens se sont levés du jour au lendemain pour devenir ce qu'ils sont devenus. Non. C'est des gens qui ont roulé pour la plupart leur boss. C'est des gens qui ont trimé. C'est des gens qui ont connu des hauts et des bas. C'est des gens qui ont persévéré dans le travail. C'est des gens qui aiment ce qu'ils font. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui arrivent dans ce métier par effraction. Il y a des gens qui ont échoué partout. Ils pensent qu'ils vont venir réussir. La télé, c'est pas seulement se mettre devant un petit écran et puis dire de belles choses. Non, je crois qu'il faut... il y a un travail de fond. Il faut aimer ce qu'on fait. Il faut aimer ce qu'on fait. Pour mon cas, j'ai rêvé être journaliste depuis le lycée. J'ai commencé à le faire, j'ai commencé à m'entraîner, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, on va dire que c'est un fruit de plusieurs années. Dur labeur. De dur labeur, que je me trouve où je suis. Maintenant, le conseil aux jeunes, c'est de vraiment le maître mot, c'est le travail. Il faut travailler et il faut aimer ce qu'on fait. Ok, ma question justement, elle est à une autre question qui était celle de savoir, vous avez tant critiqué la FECAFOOT et les institutions qui y sont filles. Qu'est-ce que vous, en tant que président de la FECAFOOT, vous feriez à la place de ces personnes cooptées, comme vous dites, ces personnes marionnettisées, comme vous dites? Qu'est-ce que vous ferez de différent pour que le football camerounais en général se porte bien? Première chose,
il faut une refonte des textes à la Fédération camerounaise de football. Je vous dis, à l'état actuel, même si c'est Michel Platini qui venait à être candidat, il ne s'en sortirait pas. Il ne pourrait pas être président de la FECAFOOT. Oui. Donc, c'est un problème de système. Il faut d'abord la refonte des textes organiques de la Fédération camerounaise de football. Quand ce sera fait, on va permettre aux personnes capables, aux personnes compétentes de pouvoir arriver aux affaires. Deuxième chose, il faut que les politiques enlèvent leurs mains sur la gestion de la Fédération camerounaise de football. Parce que ce sont les politiques aussi, ça ne peut pas marcher. Non, le politique doit essentiellement se limiter au tutorat. La tutelle, c'est-à-dire encadrement. Exactement. Alors, il ne faut pas aller au-delà, il ne faut pas chercher à désigner, parce qu'on parle d'élection à la FECAFOOT. Il ne s'agit pas d'une élection. C'est un simulacre d'élection. Il s'agit plutôt d'une nomination. Une nomination voilée. Les présidents de la FECAFOOT, qui depuis un certain temps arrivent à la tête de la fédération, sont les amis de X et de Y. Sont des nommés. Ils sont nommés et ils sont parrainés. Ils sont dans le réseau. Ils se retrouvent là. Ce n'est pas l'effet du hasard. Bien avant le début de chaque élection, on connaît déjà qui sera président. Bon, et vous qui n'êtes pas parrainé, qu'est-ce que vous ferez donc de différent? Mais c'est pour ça. En dehors des... Donc vous êtes sorti de nulle part. Vous avez été élu président de la FECAFOOT. Vous avez changé les textes. Vous les avez réhabilités, c'est ça? Vous avez réhabilité les textes. Maintenant, sur la forme physique, qu'est-ce que vous ferez? On a les championnats. Vous avez dit, on a des championnats, des clubs qui n'ont pas de formation précise, qui n'ont pas de centre de formation, qui n'ont pas... On a des clubs aussi qui n'ont même pas un coach, un vrai coach, parce que le coach, il coach ici dans un club, il va coacher, le même coach va coacher dans un autre club. Du coup, je vais dire, les athlètes ne sont pas vraiment encadrés. Qu'est-ce que vous ferez sur le plan formel, sur le plan physique de la forme footballistique, je vais dire? Déjà, je dois être clair. Oui. Je ne rêve pas être président de la fédération. Non, on est d'accord, c'est juste je ne suis pas intéressé, je ne suis pas candidat à la fédération camerounaise de football. Je peux donner une ou deux pistes. J'ai dit, après la refonte des textes, il faut maintenant organiser ce football. Le football doit se jouer. Vous savez, par exemple, on a une équipe nationale, mais avant d'arriver à l'équipe nationale, le football des jeunes n'est pas organisé. Il faut organiser ce football des jeunes, de la base au sommet. Il faut des licenciés à la Fédération camerounaise de football. Des licenciés, c'est-à-dire avoir des licences pour pouvoir être... Mais ça existe déjà. Oui, mais bon, combien, vous voyez, quand on vous parle de fabrication de licences à la FECAFOOT, on est encore à l'époque de Mathusalem. Il faut essayer quand même de s'arrimer à la nouvelle donne, ce qui n'est pas le cas malheureusement à la fédération. Maintenant, il y a l'administration. Il y a l'administration du football qui est un pan important. Et là encore, il faut chercher des personnes compétentes pour pouvoir gérer ces instances-là. Mais quand vous vous limitez au copinage, vous vous limitez aux considérations qui n'ont rien à voir avec la compétence, forcément, vous n'avez pas le résultat escompté. Donc, davantage, il faut qu'on aille vers la méritocratie. En plus de la méritocratie, qui dit méritocratie, dit compétence. Quand on a la compétence, on peut, à travers des personnes compétentes, atteindre les résultats escomptés. D'accord, restons dans le football, parlons un peu de l'équipe masculine camerounaise, les Lions Indomptables, qui sont au Qatar actuellement et qui sont toujours dans leur période de stage. Est-ce que, selon vous, l'équipe est prête pour la CAN 2019 ? Je ne suis D'après pas... ce que vous avez vu tout au long de préparation. Je ne suis pas dans le staff, mais je sais qu'il y a un problème de sélection des joueurs, encore, au sein de notre équipe. C'est vrai que le coach fait encore des tests. Oui, mais je crois qu'il a rendu finalement public la liste des 23. J'aurais voulu qu'un joueur comme Vincent Boubacar, même s'il est encore blessé, fasse partie des 23 de Clarence Sidoff. Quand vous regardez dans la ligne d'attaque, il y a des avant-centres
qui n'ont plus marqué de but, en club comme en équipe nationale. Ils sont retenus. Quand vous retrouvez des milieux de terrain qui ne jouent pas en club, mais qui sont curieusement titulaires en équipe nationale, vous vous posez beaucoup de questions. Donc Seedorf est aussi venu entrer dans la gamme alors? Seedorf est dans un système. Il ne peut pas fonctionner en dehors du système. Vous savez, il a sélectionné dans un premier temps 35 joueurs, ensuite 37, ensuite 38 joueurs, et pour dire après qu'il y a certains joueurs qu'il ne connaît pas. Et donc vous voyez, on est toujours dans un cycle infernal. Maintenant, nous sommes champions d'Afrique en titre. Nous allons défendre notre trophée. Est-ce que nous avons les moyens nécessaires pour défendre? Je pense que non. Je réponds par la négation. Non, nous n'avons pas les moyens nécessaires. Nous nous trouvons dans une poule avec le Ghana, avec le Bénin, avec la Guinée-Conakry. C'est-à-dire que cette poule F aussi est compliquée. Quand vous regardez un peu notre préparation, on va se préparer en Espagne, ensuite on va au Qatar, on revient au Cameroun, on repart en Égypte. Vous voyez quelle dichotomie il y a un peu dans la préparation. Alors pour quel résultat? Pour afin être surpris que nous ne puissions même pas passer le premier tour. Donc pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à faire au sein de cette équipe nationale. Il y a plus de temps, hein, c'est bientôt. Il faut que Seedorf se débarrasse de ces agents de joueurs qui ont la main mise sur cette équipe nationale. On connaît qui gère l'équipe nationale, on connaît l'écurie qui a la main mise sur cette équipe nationale, qui choisit, qui fait et défait les joueurs. Je ne vais pas... je vais donner peut-être l'initiale U. Écurie U qui a la même mise sur cette équipe, qui désigne, qui choisit les joueurs au détriment de l'entraîneur qui parfois découvre certains joueurs en stage. Il faut qu'on sorte de cette façon de faire pour pouvoir permettre, pour moi malheureusement, Seedorf, c'est un bon entraîneur qui a du vécu, un très bon joueur. Oui, qui a été un très bon joueur, mais s'il se retrouve dans ce que son propre président appelait panier à crabes, je pense qu'il sera bouffé par les crabes. Et l'équipe type, selon vous, votre équipe type pour la CAN 2019, Égypte 2019. Équipe type du Cameroun, pour le Cameroun? Oui, pour le Cameroun. Votre équipe type des Lions indomptables. Pour le Cameroun, en attaque? En attaque, je pense que Baoken peut faire l'affaire. Accompagné. En attaque. Baoken avec Choupo Moti sur le flanc droit. Et puis à droite, on peut avoir Jay Clinton. C'est vrai que Jay Clinton est quand même critiqué, faut le dire. Mais bon, il n'est pas très présent au club. Oui, à son poste, on n'a pas mieux. Si oui, peut-être on peut avoir Christian Bassogok c'est ce que je voulais dire. Sur le flanc gauche en attaque. Donc on peut avoir Bassogok en attaque, Baoken, Choupo Moti dans une moindre mesure, Clinton Dié. Au milieu des terrains, Zambo Anguissa peut faire l'affaire. Et on peut également, il peut être appuyé par Arnaud Djoum, qui est un bon récupérateur. Et on peut, sur le côté, espérer avoir... parce que pour moi, je vois beaucoup plus le jeune Oyongo Butolo, qui peut être placé juste devant Gaëtan Bon, et pour qu'il puisse... Juste devant Gaëtan Bon? Oui, juste Gaëtan Bon et derrière comme arrière gauche, mais un peu devant, on peut avoir Oyongo Bitolo. On aura deux milieux de terrain en direct? Non, Gaëtan Bon joue comme défenseur latéral gauche, mais devant lui, comme milieu, qui peut aussi apporter un plus à l'attaque Oyongo Bitolo. Et puis en attaque, naturellement, on pourra à droite Faye. Est-ce que Faye en défense, latéral droit, est-ce que Faye qui revient de blessure, est-ce qu'il pourra être... C'est l'un des problèmes des Camerounais. Faye Collins aussi boudé quand même. Oui, mais bon, est-ce qu'il y a mieux? S'il faut trouver mieux, on n'a pas mieux à ce poste-là. Peut-être que le coach va trouver une autre solution. Naturellement, à l'axe, on va
trouver, comment il s'appelle encore, Ngande, qui peut être à l'axe, peut-être avec Badana, Yaya Banana. Et dans les buts, on a l'embarras du choix. Oui, c'est les buts. Onana. Oui. Et, que les hommes préfèrent. Et on doit. C'est vrai qu'on en est plus préféré par les autres parce qu'il a quand même prouvé. Il est compétitif. On n'a pas de club. Il a joué demi-finale de la Champions League. Je crois que c'est le choix même de Clarence Seedorf. Exactement. Donc, pour moi, il n'y a pas de différence entre Ondoa. Mais actuellement, Ondoa n'a pas de club. Oui, mais il a. Comment est-ce que quelqu'un peut il a été champion d'Afrique sans club. Oui, mais. Idriss Carlos Kameni a été champion olympique sans club. Donc, vraiment, pour moi, c'est au niveau de l'équipe nationale, votre rendement. Oui. Si un gardien comme Fabrice Ondoa, il a un rendement, je ne pèse pas plus pour lui, mais je dis que. Il peut faire quand même. Il faut des joueurs compétitifs à l'équipe nationale. Ça doit être même d'ailleurs le premier critère de sélection. Mais quand vous regardez dans notre équipe nationale, plus sont des chauffeurs de banc dans leur club, mais ils sont plus des titulaires. Pourquoi ne pas aussi faire cette faveur à Fabrice Ondoa? Je pense que c'est donc sur ces belles paroles envers Fabrice Ondoa qu'on va mettre un terme à cet entretien qu'on a eu. J'espère que cet entretien a été plutôt plaisant pour vous, comme pour moi. Pour moi, c'était un plaisir. Je crois que s'il était à refaire, si j'avais une autre invitation, je ne reviendrai pas. Le mérite vous revient d'ailleurs. Je vous remercie de m'avoir invité. Non, c'est moi vraiment qui vous remercie et c'est un honneur pour moi de vous avoir ici sur mon plateau et sur notre plateau de Honneur HTV. partagé, plaisir partagé d'ailleurs. Alors à tous les téléspectateurs, j'espère que ça a été un moment très plaisant pour vous parce que c'est inédit, on aura ça ici et on aura toujours sur les antennes de HTV. Vous passez un très bon dimanche, on se retrouve à la prochaine édition.